Bienvenue dans le grand débrief de l'ActuTech de Smartech. Aujourd'hui, autour de la table, l'expert des réseaux, Philippe Legrand. Bonjour Philippe. Bonjour Delphine. Président de Téléos, nouvel opérateur télécom B2B, à qui on souhaite le meilleur, bien évidemment. Merci. Et puis une grande figure de l'open source, à côté de moi, Alexandre Zapolski, président de l'Inagora. Bonjour Alexandre. Bonjour Delphine. L'Inagora, je rappelle, éditeur de logiciels libres français, mais tout le monde connaît bien évidemment. Bon, tout le monde ne connaît pas encore, mais il y a... Oui. En tout cas, c'est un incontournable dans le secteur. Merci. Et puis l'investisseur, ancien président chez les GAFAM, Christophe Holnet. Bonjour Christophe. Bonjour. Aujourd'hui, senior advisor chez Seven2. Alors, on va confronter nos points de vue aujourd'hui sur plusieurs sujets. J'espère qu'on va arriver jusqu'au bout. D'abord, le sommet de Paris sur l'IA, avec une annonce sur un événement qui sera dédié à l'open source. Et puis, on va parler du départ du patron d'Intel, voir ce qui va se passer après, ou encore de Meta et cet investissement d'une dizaine de milliards de dollars pour faire passer un câble sous la mer pour ses propres besoins au groupe Facebook Meta. Mais on commence avec la situation politique et le risque de casse dans la tech. En tout cas, c'est comme ça que j'ai eu envie de le titrer, mais je voulais avoir votre avis sur cette question, cette motion de censure, le fait qu'on n'ait pas de budget voté, et ce qui vous semble aujourd'hui que ça met en difficulté cet écosystème tech. Ouais, on commence avec l'investisseur. Ok. Non, mais je pense qu'il faut rappeler qu'il s'agit d'une situation où il ne va pas y avoir de shutdown, puisqu'il va y avoir une prolongation à minima du budget tel qu'il était. Ça veut dire qu'il y avait des décisions potentielles qui pouvaient être soit des coups de rabot, soit des nouvelles taxes. Tout ça ne va pas avoir lieu. Donc il y a, je pense avec ça, des bonnes nouvelles et des mauvaises nouvelles pour les uns et pour les autres, en tout cas pour ce qui concerne l'année 2025. Il y a quelques... On ne désespère pas d'avoir quand même un nouveau PLF voté avec le nouveau gouvernement. C'est possible, mais en tout cas aujourd'hui, avec les informations qu'on a, il y a un certain nombre de sujets d'inquiétude de la part notamment des startups. Donc je ne dirais pas que c'est en danger, c'est une difficulté. Il y a pour moi deux sujets principaux. Le premier, c'est le crédit impôt innovation qui devait être renouvelé et qui concerne, c'est un peu comme le crédit impôt recherche pour simplifier, mais pour les startups, pour les PME, et dont l'impact est limité à 80 000 € de bénéfices. Donc ça reste petit, c'est-à-dire que ce bénéfice-là permet de financer par exemple, 2 emplois. Donc c'est un problème potentiel pour les startups early stage qui avaient pu compter là-dessus. Mais d'un autre côté, si on ne compte que sur les subventions pour développer son business model, il y a un problème. Donc je pense que c'est plus un problème, une difficulté sur lesquelles les investisseurs devront probablement faire 1 ou 2 bridges pour améliorer les choses. Donc c'est un irritant, une difficulté, mais on ne peut pas dire que ça met en danger tout l'écosystème. Alors on entend dire que ça réduirait le nombre de bénéficiaires d'au moins de moitié quand même, si ce crédit impôt innovation n'était pas renouvelé. Oui, alors, j'avoue que j'ai du mal à comprendre cette assertion-là, parce que pour moi, il s'agit... on a 20% d'économie sur les dépenses de prototypage. Je ne vois pas si ça s'arrête, ça s'arrête. C'est la baisse du taux, pardon. Voilà. Oui, tout à fait. C'est l'autre élément qui est la baisse du taux. Et je termine pour un sujet qui est plus important pour moi, qui est le plan France 2030, sur lequel il y a 54 milliards destinés à des projets de recherche, de deep tech, recherche fondamentale, qui sont évidemment très importants et qui là sont en attente. C'est-à-dire tout ce qui a été validé l'est, mais il faut attendre pour la suite. Du côté des infrastructures, je sais, Philippe, qu'il y a des budgets en attente, en souffrance, et on dit que ce sont finalement les collectivités qui vont supporter le coût. Alors, des budgets et des attentes aussi de décisions qui ne viennent pas et qui gèlent beaucoup d'activités. Il n'y a rien de pire pour une industrie que l'incertitude. Savoir quelles seront nos contraintes, quelles seront nos incitations, quelles seront les règles du jeu permet de débloquer des investissements et d'aller de l'avant. Là, en l'occurrence, sur l'ensemble de l'industrie numérique, bien entendu, cette incertitude va peser sur des investissements et des projets. Et effectivement, sur la filière des infrastructures numériques, nous avons des attentes en matière de raccordement complexe, en matière d'économie long terme des réseaux, pour qu'on puisse répercuter les tarifs, l'évolution des coûts dans les tarifs de commercialisation, et également sur la résilience de nos réseaux pour qu'ils soient pérennes. Et effectivement, la tentation sera sans doute grande de se tourner vers les collectivités. C'est pas un bon signal. Jusqu'à présent, le succès de la France en matière d'infrastructure numérique a reposé sur une capacité de l'État à organiser, des collectivités à s'impliquer et de la filière à répondre présente.
Alexandre, comment vous estimez l'impact aujourd'hui de ce qui se passe d'un point de vue politique pour l'écosystème tech et peut-être open source plus précisément ? Bon, je pense que nos problèmes, ils sont beaucoup plus importants que uniquement les sujets en fait, du crédit d'impôt innovation. Christophe le rappelait, on a eu des générations entières d'entreprises qui se sont créées, qui se sont développées sans crédit d'impôt innovation. Moi, quand j'ai créé l'Inagora au début des années 2000, il n'y avait pas de crédit d'impôt innovation. Ça ne nous a pas empêché de nous développer. Donc, bon, effectivement, qu'il y ait des corporatismes qui viennent effectivement plaider leur cause, on peut tout à fait le comprendre. Mais notre sujet, il n'est pas du tout celui-là. Je pense que notre sujet, il est, de mon point de vue, de l'énergie, de la flamme, en fait, qu'avait amené le président de la République au moment de son premier quinquennat. Et on était bien parti, il faut le dire. On avait une politique de l'offre enfin dans ce pays. Et il y avait une forme d'unité, d'énergie qui avait été lancée. Et à l'instar d'autres pays, comme on peut le voir actuellement aux États-Unis, il y avait une forme d'énergie. La France était devenue le maillon fort en fait, de l'Europe. Et ce qu'on peut tous constater, Philippe le rappelait, c'est que en réalité, on est passé dans une forme d'attentisme. En plus, on a vu que chacun y va en fait de sa nouvelle idée de taxe, etc. Donc, on est tous très inquiets. Les chefs d'entreprise sont tous très inquiets. Et donc, quand un chef d'entreprise est inquiet, il arrête d'investir. Et on voit. Et arrêter d'investir, ça veut dire quoi ? Ça veut dire arrêter les commandes. Et donc, ce dont on a tous le plus besoin, et la French Tech en particulier, parce que c'est des entreprises nouvelles, c'est de commandes. Et donc, ce qui est en train de se tarir, c'est cet enthousiasme en fait collectif. Et d'ailleurs, moi je pense que ce qu'il faut qu'on arrive à faire, c'est justement de résister. C'est-à-dire qu'il faut arrêter de tout attendre des politiques et il faut que les entreprises, les chefs d'entreprise prennent quelque part le relais et c'est à nous de faire vivre une part d'enthousiasme dans ce pays qui en a bien besoin. Oui, on a quand même besoin d'une ligne politique pour le numérique et la filière. Mais j'espère qu'en fait, on aura compris, en tout cas, nous, dans l'écosystème tech, que cette incertitude, elle n'est pas bonne, que le fait de ne pas donner de majorité, c'est pas bien non plus. Et donc, il y aura forcément à un moment donné, à nouveau des élections. Et j'espère qu'on aura enfin appris à quel point c'est important d'avoir un bloc pro-économie, pro-offre. Voilà. Et donc, si de tout ce merdier, il en sort en fait cette conviction collective, eh ben ça sera finalement peut-être un bien un mal pour un bien. Et c'est ça qu'il faut espérer. De toute façon, nous, on n'a pas d'autre choix. Il faut qu'on délivre en fait de l'optimisme. Bon, et puis pour l'instant, il y a quand même en fait toujours un gouvernement, même si c'est un gouvernement technique. On a en fait une jeune ministre, une jeune secrétaire d'État du numérique et de l'IA qui fait bien le boulot. Clara Chapa. Elle est aujourd'hui aux commandes. Il va y avoir AI Action Summit. Il faut qu'on regarde devant. Elle est aux commandes d'un gouvernement démissionnaire. C'est beaucoup moins simple pour agir. C'est sûr. Bon, mais on sait qu'il devrait y avoir des annonces là dans les prochains jours, là, ces prochaines heures. Oui, d'ailleurs, peut-être que d'ici notre diffusion, on saura à quoi s'attendre plus précisément. Alors, je voulais justement qu'on se projette un petit peu plus loin que ça sur le sommet de Paris sur l'IA. On a les grandes lignes du programme. On va parler donc de l'intérêt public, l'intérêt général, avec justement la question des infrastructures ouvertes, de la question de l'accès aux données. On va s'intéresser aussi à l'avenir du travail, la culture, avec les questions juridiques, notamment autour de la propriété intellectuelle. On va parler de l'IA de confiance, de la gouvernance mondiale de l'IA. Bon, on a un rapport de parlementaire qui nous dit quand même, dedans, il n'y a pas l'éducation, un petit peu oublié, et il n'y a pas la souveraineté non plus. Alors, vous, quel est votre sentiment sur ce programme et qu'est-ce que vous en attendez ? Alors, allez, Christophe. Je vais peut-être poser une question. Moi, je trouve que jusqu'ici, alors, les choses commencent à se dévoiler, et vu d'où je suis, mais je ne suis peut-être pas très bien informé, mais ça paraissait assez mystérieux encore, difficile de comprendre quel va en être l'agenda. Et la première question que j'ai envie de poser, c'est quel est l'objectif ? Est-ce que l'objectif, c'est de faire un beau casting et puis d'ajuster un agenda fourre-tout par rapport à ça et de s'en tenir là ? Est-ce que l'objectif, c'est d'aller vers une vraie discussion de fond sur les problématiques éthiques, de régulation liées à l'IA, et elles sont nombreuses. Ça semblait être d'une direction, puisque j'ai vu un post hier soir de Clara Chapa qui avait assisté au partenariat mondial pour l'intelligence artificielle, une réunion de 44 pays à Belgrade, et elle parlait d'une sorte de GIEC de l'IA. Donc est-ce qu'on va faire une COP de l'IA ?
bon, avec ce qu'on peut en espérer, ou est-ce qu'on va aller sur des sujets un peu plus concrets qui vont servir nos entreprises? Et est-ce qu'on va donner une dimension européenne? Parce que je pense que, voilà, il l'a dit tout à l'heure, Alexandre, alors si on nous n'est dit pas capable... c'est international, oui, ça dépasse d'accord, l'Europe. mais bon, voilà, si on montre juste nos petits bras, ça marchera pas. Donc moi, j'aimerais qu'on définisse un objectif et qu'à par rapport à cet objectif, on fasse un agenda. Mais Christophe, je crois que justement, déjà dans le titre, la particularité de cet événement, c'est que dans le titre, ça donne en partie les motivations de l'événement. AI Action Summit. Et Anne Bouvreau, qui est l'envoyée spéciale du président de la République en charge de l'organisation en fait de ce sommet, avec toute une équipe dédiée, etc., elle a toujours été très claire depuis le premier jour. Ils veulent en fait délivrer, ils veulent que ce sommet, ça ne soit pas qu'un sommet de discussion, ils veulent aussi des actes concrets. Alors qu'est-ce qu'il y aura dedans ? Comme toujours, c'est aussi ce que les parties prenantes vont amener. Mais ce que j'ai compris, c'est qu'il y a un projet de fondation pour les communs numériques qui est porté depuis des années par Henri Verdier, qui devrait voir le jour à l'occasion en fait de ce sommet. Nous-mêmes, avec l'Inagora, la communauté OpenLLM France, on va essayer de faire progresser un certain nombre d'éléments d'état de l'art dans le domaine de l'IA open source, parce qu'on en a bien besoin. On va en reparler certainement, mais il y a beaucoup de confusion entre des gens qui font du faux open source IA, du vrai open source IA. Et donc, aujourd'hui, c'est vraiment le beans. Et puis, on peut aussi en attendre des actions concrètes. Moi, je porte en fait des projets d'alliance franco-québécoise pour l'IA ou d'alliance franco-marocaine pour l'IA, avec l'objectif derrière d'avoir un plan de route dans le cadre en fait de ces alliances et d'avoir une vraie feuille de livrables. Et donc ça doit être, et là je te rejoins Christophe, ça doit servir à ça, c'est-à-dire que faire des sommets pour des sommets, il faut arrêter, mais faire des sommets pour qu'on ait les bonnes personnes autour de la table. Si Elon Musk vient, il phagocytera tout l'agenda. Est-ce qu'on le veut, tu vois ? C'est aussi ça, je pense qu'il faut déterminer l'objectif. Le signal quand même positif, je vais rejoindre Alexandre, c'est que le premier sommet il était vraiment basé sur les risques, voilà, chez les Anglais. Là, il y a cette volonté de dire c'est une action, on veut des actions, voilà, on veut passer à des choses concrètes. Ça, c'est extrêmement positif et il est très bien d'avoir une réflexion mondiale pour des actions concrètes sur l'intelligence artificielle, parce que si on ne le fait pas, on va se faire dépasser par des initiatives effectivement d'envergure. Mais quand même, Alexandre, c'est très bien d'avoir des initiatives bilatérales comme celle que tu viens d'évoquer. Toutefois, je pense que, et Christophe le soulignait, la réflexion doit être européenne. La France investit, sur les 10 dernières années, enfin 2013-2022, on a investi 6,6 milliards de dollars. Pendant ce temps-là, les États-Unis, c'était 40 fois plus. La Chine, c'était 15 fois plus. Oui, le Royaume-Uni, c'était 3 fois plus que nous. Donc, en fait, on a de bonnes idées, une bonne intelligence. On a des laboratoires de recherche, on a des initiatives, les 3IA, l'INRIA qui travaillent, mais on ne pèsera rien. On va se faire complètement absorber. Et de ce sommet mondial, on réussira à sortir quelques actions, mais et peut-être qu'on mettra l'éthique, la régulation en haut, et c'est les deux sujets qu'il faut appréhender pour moi dans un tel sommet. Toutefois, si l'Europe n'est pas capable de porter une réflexion européenne, mais il n'y a pas si ça sert à quelque chose d'essayer de jouer dedans. Non plus, mais bon, comment est-ce qu'on évite effectivement d'être phagocyté par les Américains s'ils viennent, voilà, si on a Donald Trump et Elon Musk, ça va être évidemment la prise de parole la plus écoutée a priori. Je pense que pour revenir sur le sujet de l'éthique et de la régulation, en général un sommet il se réussit par le travail qui a été fait avant. Si on parle d'éthique et de régulation, c'est un sujet extrêmement compliqué parce qu'on peut décider nous-mêmes de mettre de la régulation. On le voit, par exemple, avec Sora qui n'est pas disponible en Europe, ce genre de choses. OpenAI, le Sora Turbo qui ne sera pas là en France à cause des questions de régulation. Ouais. Voilà, enfin en tout cas, c'est peut-être une façon aussi il y a peut-être un jeu politique autour de ça, mais ce qui est sûr, c'est qu'on peut décider nous-mêmes de mettre des régulations, des règles, des freins. Donc ça... pourquoi mais si on le fait uniquement pour nos entreprises et qu'on édicte des règles que seule l'Europe suit et qu'on n'embarque pas les Américains ou les Chinois, jamais on ne restreindra l'utilisation de l'IA parce que c'est devenu aujourd'hui un enjeu de domination mondiale. C'est un enjeu de sécurité nationale, un enjeu de sécurité mondiale. Donc jamais un État dira non, je me restreins et je m'empêche de développer. Il faut vraiment qu'il y ait un accord de toutes les parties. Donc c'est pour ça que... Oui, mais Christophe... Mais là, il y a un problème de rapport de force. On a quand même besoin de régulation. Parce qu'on fait toujours le procès de la régulation, mais la régulation, la première des choses qu'elle protège, c'est en fait les TPE, les PME, les ETI.
et les États en fait qui mettent ça en fait en œuvre. Regarde ce qui s'est passé dans le domaine de la culture. Il y a aussi les PME qui disent que c'est très très lourd aujourd'hui de respecter toutes les réglementations européennes et que ça les plombe. Oui, alors c'est un autre. Enfin, non mais il faut aller. Non, attends. Vas-y, je te laisse finir. Effectivement, toutes les régulations sont pas bonnes et il faut en fait des régulations intelligentes, pertinentes, au service en fait de l'industrie, et elles ne le sont pas toutes. C'est absolument évident. Mais regardons ce qui a été fait dans le domaine de la culture. Si on n'avait pas mis en place des quotas dans les radios et toutes les radios, publiques comme privées, on n'aurait plus de musique française en France. Dans plein de pays dans le monde, ils n'écoutent plus leur musique nationale. Ils n'écoutent que de la musique en fait américaine. Heureusement qu'on a inventé un système du financement de la création en France, et notamment dans le domaine du cinéma. Sinon, il n'y aurait plus de création française dans le domaine du cinéma. Et aujourd'hui, ces acquis, on sait que ça a marché. On s'en félicite en fait tous les jours. On a le plus grand festival de cinéma au monde en fait à Cannes. On a vu qu'on était capable de le faire dans le monde de la culture, mais l'IA, c'est en réalité bien sûr des maths, du langage, mais c'est avant tout de la culture. Et c'est pour ça que c'est aussi important l'IA. Et donc bien évidemment qu'il faut réfléchir à des mécanismes qui vont nous permettre de résister avec nos armes. Et nos armes, ça sera jamais le surinvestissement à l'américaine, puisque by design, les niveaux de valorisation en bourse étant ce qu'ils sont, les niveaux en fait d'investissement de la part en fait des retraités américains par rapport aux retraités en fait européens, le fait qu'on n'accepte pas en France, en Europe d'être sur des systèmes par capitalisation, tout ça fait que il y a un déséquilibre structurel sur les montants de valorisation. À la fin des fins, il y aura toujours plus d'argent aux États-Unis pour les boîtes américaines que ce qu'il y aura de l'argent en fait pour les boîtes françaises et européennes. Donc de toute façon, il faut qu'on invente une nouvelle façon de, à la fois de nous protéger et de nous soutenir. Alors, transition vers ce sommet open source. Alors, il va y avoir autour en fait du sommet pour l'action de l'intelligence artificielle un Paris Open Source AI Summit que vous pilotez d'ailleurs, l'Inagora. Vous le faites quand ? Pourquoi vous le faites ? Qu'est-ce qui va s'y passer ? Alors, on le fait le 22 janvier. Vous êtes d'ailleurs invités, messieurs et Delphine, et tous ceux qui nous regardent. Le 22 janvier, il y a un site web, ça doit être opensourceaisummit.eu. Parce que effectivement, parce qu'il faut placer notre action à l'échelle européenne. Je partage tout à fait l'avis de Philippe et de Christophe en fait sur ce sujet-là. Donc le 22 janvier, en amont du sommet, parce que je suis aussi d'accord avec Christophe, un sommet ça se prépare avant. C'est-à-dire que si on veut venir avec des propositions concrètes, défendre des points de vue, il faut qu'on s'organise avant. Et donc nous, tout simplement, on propose à l'ensemble des communautés qui portent les sujets d'IA open source, de se retrouver sur une journée pour réfléchir à quels sont nos enjeux, comment on peut inventer un nouveau modèle européen dans le domaine de l'intelligence artificielle. Moi, je suis convaincu... Il y aura Meta ? Est-ce que Meta sera dans le sommet open source ? À partir du moment où on dit qu'on est prêt à inviter tout le monde, Meta sera la bienvenue, Microsoft seront les bienvenus s'ils veulent en fait venir, mais on aura la main avec la communauté OpenLLM sur le programme et sur les discussions. Donc, ça ne deviendra pas qu'un événement marketing et on ne servira pas de faux-nez pour faire avancer les thèses de ceux qui, dans le fond, n'ont qu'un seul objectif, c'est d'utiliser l'Europe comme un marché. Il n'y a aucune volonté de la part en fait, des géants mondiaux du numérique de faire autre chose de l'Europe que de nous vendre en fait leurs solutions. Il faut être clair par rapport à ça. Mais je pense que maintenant, plus personne n'est naïf. Par contre, s'ils veulent effectivement contribuer à développer un modèle européen, une troisième voie numérique, nous, on prendra en fait les idées, la réflexion de partout de là où elle vient. Mais on a besoin de clarté. Et donc, naturellement, quand Meta dit « je fais de l'open source IA, mais je ne permets pas à chacun de l'utiliser, j'interdis à des pays en fait d'utiliser une partie de mes modèles », naturellement, on n'est plus dans l'open source, on est dans autre chose. Et donc ça, c'est ça aussi qu'il va falloir clarifier. Et on pense qu'aujourd'hui, la définition de l'OSI, Open Source Initiative, qui a défini ce qu'on appelle l'IA open source, cette définition, elle a le mérite d'exister, nous on y a contribué, mais on pense qu'elle ne va pas assez loin. Et on est avec un certain nombre de personnes à penser ça. Il y a notamment mon collègue Sam avec qui on travaille sur l'idée d'une Open Source Alliance qui permettrait en fait de redéfinir le travail structurant de ce qu'on appelle open source et des enjeux qui sont derrière. C'est-à-dire quelle politique industrielle il faut qu'on mette en place à l'échelle européenne pour enfin soutenir massivement cette industrie. C'est certainement la seule façon, de mon point de vue, de résister. Alors, c'est effectivement mon point de vue depuis un quart de siècle, mais ça reste toujours d'actualité. Le seul moyen de résister aux géants américains du logiciel, c'est de changer les règles du jeu.
Et donc, dans le numérique, changer les règles du jeu, ça veut dire faire de l'open source. Et donc, c'est pour ça que c'est important. Et donc, le 22 janvier, à l'Institut de France. Ok, le rendez-vous est pris. On a beaucoup de débats sur ce sujet, donc je vous propose qu'on passe à la suite. Je voulais qu'on s'intéresse au départ de Pat Gelsinger, le directeur général d'Intel, donc qui a été mis à la retraite anticipée par son conseil d'administration. Tout ça, ça arrive après une suite de rumeurs de rachat d'Intel. Ça arrive après un plan de sauvetage qui a été présenté par cet ex-DG. On est sur une des plus grandes crises, je pense, qu'ait connue cette entreprise depuis sa fondation en 1968, avec des pertes majeures. Est-ce qu'il vous semble que la situation est complètement désespérée aujourd'hui pour Intel, par exemple, Christophe, où vous dites, oui, bon, un changement de direction peut redonner un nouveau souffle? Parce que là, on a l'impression que Pat Gelsinger, justement, a été rappelé un peu à la rescousse pour sauver ce géant, et ça n'a pas marché. Oui, enfin, pour nous qui avons connu l'informatique des années 90 et l'ultra-puissance, ultra-dominance d'Intel, c'est une surprise, on a une très bonne illustration de la dynamique capitaliste schumpeterienne. C'est que même que les géants ont parfois aussi des pieds d'argile quand ils s'endorment un peu sur leur situation confortable. Et c'est sûr qu'on est très loin de l'esprit qu'avait voulu insuffler Andy Grove chez Intel. Moi, je pense... Et d'ailleurs, enfin, quand on voit aujourd'hui, ils sont à moins de 100 milliards de dollars de valorisation, alors que Nvidia est à plus de 3000 milliards. Il faut savoir qu'en 2000... Mais il faut voir aussi ce qui se passe en ce moment, l'accélération. C'est-à-dire que le croisement des valorisations, il a eu lieu en 2020, il y a 4 ans, 250 milliards. Entre-temps, ils sont tombés à 100 milliards, mais les autres sont passés de 250 à plus de 3000 milliards. Donc il faut voir de quoi on parle. Donc je crois que ce dont a pâti Pat Gelsinger, c'est ça aussi, c'est que avec cette inflation, exponentialité des valorisations autour de l'IA générative, le succès phénoménal d'NVIDIA, le fait que les GAFAM veulent développer leur propre chipset, etc. L'impatience du conseil d'administration a grandi. Je pense qu'il avait attaqué les bons sujets, à savoir... briser un certain nombre de tabous, comme le fait de revoir la chaîne. Ils avaient une chaîne de valeur totalement intégrée. Aujourd'hui, on fait le design des chips et on peut designer. On fait de la fonderie, de la fabrication, mais on peut faire que ça et le vendre à d'autres. On fait du packaging et de l'exploitation. Et donc, il faut être capable... Cette ouverture, pour vous, c'était une bonne stratégie? C'était une bonne décision? C'était la seule pour moi de créer cette Intel Foundry Service, avec le soutien d'ailleurs du gouvernement américain, qui sera peut-être remis en cause par Donald Trump d'ailleurs, ce qui ne sera pas le moindre des sujets pour le prochain CEO. Donc je pense qu'il a fait les frais de cette descente aux enfers d'Intel, qui a loupé tout un tas de vagues. On raconte qu'en 2006, Paul Otellini, qui était patron d'Intel, a pris un appel de Steve Jobs et lui a dit non merci, pas intéressé pour faire des chipsets pour l'iPhone, croyant pas du tout au succès. Donc ils ont loupé la vague du mobile, ils ont loupé la vague effectivement pas du tout perçu que les GAFAM allaient créer leur propre chipset s'ils ne répondaient pas. Donc ils ont eu plein de vagues technologiques. Donc ça a descendu. Et puis là, il y a l'essor de l'IA générative qui crée une impatience terrible vis-à-vis des actionnaires. On n'a plus beaucoup de temps, donc ça va être le sujet pour Philippe. C'est une info de TechCrunch, en fait, que je rêvais de vous faire commenter, Philippe Legrand, évidemment. C'est ce projet titanesque de Meta, donc construire un câble sous-marin pour son propre usage, qui fera le tour de la planète. C'est une infrastructure de 40 000 km. Comment vous avez réagi quand vous avez lu ça ? Écoutez, c'est pas une surprise. D'abord, il y a des précédents. Il y a déjà eu un premier câble qui a relié la côte est des États-Unis à l'Espagne, le projet Anjana. Là, il y a 10 milliards effectivement d'investissement et 40 000 kilomètres. Mais il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a 1 million de kilomètres de câbles optiques sous-marins et il y a 500 câbles et la moitié à peu près sont détenus par les big tech déjà. Donc c'est juste la continuité. Ce projet qui est baptisé W parce qu'il relie la côte Est à l'Afrique du Sud, à l'Inde, l'Australie et la côte Ouest, qui va faire donc le tour du monde, est assez singulier quand même parce qu'il a vocation, d'une part, il a vocation à apporter une diversification dans des pays ou des zones du monde, du globe, qui sont mal desservis par les câbles optiques sous-marins. Et d'autre part, il tient compte, et ça c'est important de le souligner, il tient compte des risques terroristes sur les câbles optiques. Ouais. Il n'emprunte que des zones sûres. Et d'ailleurs, l'atterrissage en Australie est motivé aussi par ça, la rapidité des autorisations d'une part, mais aussi la sûreté de l'espace maritime.
Et ça renvoie à ce qui s'est passé, le cargo chinois qui a accidentellement laissé traîner son ancre et a accroché un câble optique sous-marin dans la mer Baltique, ou bien les Houthis qui avaient détruit en mer Rouge un autre câble optique sous-marin. Ce sont des infrastructures critiques. Elles ne sont pas toujours très bien redondées, elles sont essentielles. Et ce projet de Meta illustre quand même l'importance de ces câbles, les risques et le besoin de diversifier les tracés. En outre, pour approfondir la question de la stratégie des big tech en la matière, il faut savoir que Meta, Facebook, Instagram et WhatsApp représentent 22% du trafic sur le mobile et 10% sur le fixe dans le monde. Sur l'ensemble du globe, y compris la Chine, etc., qui sont moins utilisateurs, la totalité. Donc, il est malheureusement naturel que Meta conduise cette stratégie, que Google d'ailleurs a déjà commencé. Je crois que Google détient aujourd'hui 16 câbles en pleine propriété et 17 en copropriété sur les 500. Enfin, c'est déjà beaucoup. On préfère quand il y a du partage d'investissement, parce que la mutualisation, c'est mieux. Et être très dépendant de ces big tech-là, c'est dangereux pour l'économie mondiale des télécoms. Une réaction, rapidement Non, mais moi, ça me fait surtout penser que Starlink est en train de débarquer et que, en réalité, à la fois, il y a cette appropriation commerciale, en fait, des réseaux sous-marins, mais aussi l'espace, aujourd'hui, est en train d'être privatisé. Là, je pense que ça devrait vraiment nous interpeller sur la nécessité de passer effectivement à une puissance, même pas 10 ou 100, mais 1000 en matière en fait, d'investissement. On a annoncé hier 1,5 milliard d'investissements pour créer des data centers dans le domaine de l'IA en Europe. Pas une seule implantation en France. C'est terrible. Hein. Ouais. Et 1,5 milliard, quand on regarde les sommes qui sont annoncées là, on n'est pas à l'échelle. Et donc, c'est vraiment un changement. Et donc, c'était un peu ce que disait Mario Draghi, en fait, dans son rapport. Mais bon, il est presque déjà enterré, ce pauvre rapport. J'ai l'impression qu'on perd beaucoup de temps sur des sujets non essentiels, effectivement, à l'Europe, malgré les efforts. Hein. Mardi dernier, il y avait l'Alliance pour le cloud, l'Edge et l'IA qui réunissait tous les acteurs industriels à Bruxelles. Mais on voit bien qu'on a besoin d'un souffle politique et d'une vraie ambition politique à l'échelle européenne sur ces sujets. 30 secondes, Christophe. Peut-être là, tu vois l'illustration des entreprises qui n'attendent pas les fonds publics pour y aller et foncer et avancer. Et bon, je veux dire, ils se créent eux-mêmes leur marché finalement, puisque ce que fait aussi, il y a plein d'impacts. Hein. L'impact sur les télécoms, il est monstrueux, parce qu'effectivement, ça leur donne une maîtrise sur les coûts. Et puis aussi, ça leur permet d'accéder, d'accélérer le déploiement de l'Internet mobile haut débit dans les pays émergents, qui est une énorme source de croissance potentielle pour Meta. Donc, c'est gagnant, gagnant, gagnant. Merci beaucoup. Merci Christophe Holnet de Seven2. Merci Philippe Legrand de Téléos. Et merci Alexandre Zapolski de l'Inagora. Et merci à tous de nous suivre. C'était Smart Tech. À très bientôt.